non, je peux m'en passer. Je peux m'en passer, c'est comme vous voulez. Moi aussi. Messieurs, dames, bonsoir. Alors, le comité de défense de la cause arménienne et le Centre national de la mémoire arménienne sont très heureux d'accueillir ce soir Monsieur Yves Terny, chirurgien, historien, écrivain. Vous êtes surtout un homme engagé. Et c'est vos combats, et ainsi beaucoup de vous-même, que vous livrez dans ce dernier ouvrage, vos mémoires, qui s'intitule « Frères arméniens, frères juifs, frères tutsis ». Ce soir, vous n'êtes donc pas avec nous pour nous présenter une nouvelle étude ou un nouveau projet. Vous êtes là pour nous parler de vous, de votre quête de justice, de votre parcours de juste. Je vous propose donc de vous permettre de nous raconter vos combats et par là même de vous raconter à travers une série de photos qui vont vous permettre de revenir sur les grands moments de votre vie. Les photos sont derrière moi. Les photos seront derrière vous, tout à fait. Alors, la première photo, alors juste quelques mots. Ça, c'est le 4 juillet. C'est la guerre d'Algérie. Votre premier engagement, qui fut d'ailleurs celui des hommes et des femmes de votre génération, c'est ce que vous dites dans cet ouvrage, ou en tout cas qui a marqué votre génération, en prenant parti pour un camp ou pour un autre. Vous allez découvrir la force de l'engagement, mais aussi ses limites et puis ses perversités. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce premier épisode que vous racontez dans le livre? Oui, bien sûr. Je crois que on traverse des moments historiques à un moment donné de sa vie, par définition. Or, il y a plusieurs solutions où on s'engage ou on ne s'engage pas. Et on peut effectivement regarder passer les événements et on reste enterré dans son coin. Moi, j'étais un étudiant en médecine, centré sur un projet, arrivé à être interne des hôpitaux de Paris, on pensait qu'à ça. Puis ensuite, j'ai été interne des hôpitaux de Paris. Et puis, dans la pratique de cet internat en chirurgie, j'étais au milieu d'événements liés à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire les massacres, littéralement, entre membres du MNA et du FLN, c'est-à-dire de deux groupes algériens. Donc en urgence, on recevait régulièrement des victimes de ces attentats. Et j'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec un Algérien qui était membre de la Fédération de France du FLN et avec qui j'ai parlé longuement de ce que c'était que d'être algérien musulman dans un pays colonisé. Il nous expliquait ce qu'était l'humiliation permanente qu'il ressentait. Et puis, cette guerre était manifestement une guerre fratricide, c'est vrai, mais aussi une guerre très dure où la France se trouvait engagée dans un combat où elle ne pratiquait pas toujours des méthodes correctes. Il y avait donc le problème de la torture en Algérie par les parachutistes dans la villa Susini, les livres qui étaient parus, donc on connaissait vraiment ces événements. Et donc j'ai été amené à aider les gens du FLN. Le monsieur que je connaissais s'occupait des prisons, donc j'ai dû cacher quelques documents. Et puis après, comme il y avait eu la période d'octobre 61, où on avait massacré à Paris, sous le préfet Papon, des Algériens qui avaient été noyés dans la Seine et tout ça, c'était attendu, on m'avait demandé de cesser tout contact pour ne pas me mettre en danger. Et après, j'ai recollé dans les avril-mai 62 avec d'autres groupes du FLN. Et il s'est trouvé qu'en mai 62, il y a eu à Alger un attentat qui a entraîné la mort d'une cinquantaine de personnes. Et il n'y avait personne pour soigner les gens. Parce que les médecins européens étaient partis. Il y avait grosso modo un ensemble de 100 à 150 000 personnes qui étaient sans soins médicaux. Alors c'était une période où la France avait déjà négocié avec l'Algérie son indépendance. C'est une période qu'on appelle le Rocher Noir.
Et ils m'ont demandé si je pouvais aller comme chirurgien en Algérie fin mai, juin 62. J'ai dit oui, j'ai donc été avec un mandat français du gouvernement français, et j'ai eu l'occasion pendant 3 semaines de travailler dans une clinique, superbe clinique Verdun, qui appartenait à la Croix-Rouge, mais qui était reprise par la zone autonome d'Alger, qui était à ce moment-là l'autorité algérienne avant l'indépendance. Donc voilà, je crois qu'on a fait du bon travail, on était une bonne équipe. Moi j'étais tout seul comme chirurgien, il y avait une assistante, il y avait un anesthésiste, des infirmières qui étaient des sœurs de l'hôpital Michelet dans la région de Tizi Ouzou. Et après, donc, je suis reparti quelques jours avant l'indépendance. Et après, j'ai constaté très rapidement que, d'une part, les violences reprenaient entre Algériens. Un de mes amis avait été blessé, la zone autonome a été blessée dans un attentat organisé par Yassef Saadi, qui était l'ancien chef des mafias d'Alger. Et manifestement, on était en plein conflit entre Algériens. J'avais donc pas grand-chose à faire là-dedans. J'avais envisagé de m'installer en Algérie, et puis je me suis aperçu que c'était pas mon pays, que d'abord ça commençait à dériver, qu'il y avait tout un tas d'Algériens qui n'avaient jamais rien fait pour leur pays, mais qui revenaient de France avec l'espoir d'obtenir des postes. Et donc j'ai cessé de collaborer. On a essayé de monter une école de médecins, parce qu'ils n'avaient pas assez de médecins formés, mais ils ont préféré choisir, je crois, des gens de Corée du Nord. Donc voilà, ma collaboration avec l'Algérie a cessé à ce moment-là. Oui, c'est ce que vous expliquez. On sent que, pour revenir au titre du livre, c'est votre premier... Oui, mais j'ai pas marqué frère algérien. Alors, c'est ce que j'allais dire. Voilà. J'ai pas marqué frère algérien. C'est bien ce que j'allais dire. Parce que justement... vous en êtes revenu. J'en suis revenu. Voilà. Hein. Effectivement, dans ce milieu d'amitié entre les Français et les Algériens, on s'appelait frères. Voilà. Mais comme je dis à un moment, quand j'étais dans les écoles catholiques, je disais toujours mon père à des gens qui n'étaient pas mon père. Je n'avais pas envie de dire mon frère à des gens qui n'étaient pas mes frères. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc ça c'est cette première expérience d'homme engagé en Algérie. La deuxième photo, Je la devine. Et puis le deuxième engagement. Je la devine. C'est mai 68, alors c'est intéressant d'avoir votre regard sur cette période-là, parce que autant pour la guerre d'Algérie, vous le disiez, c'est la guerre qui a marqué votre génération, autant mai 68, c'est pas tout à fait votre génération, et pourtant vous souhaitez, vous avez la volonté de vous inscrire dans ce mouvement. Oui. Ça se passe plus ou moins bien, mais vous avez cette volonté. Oui, en effet, ce que je ne dis pas, parce qu'il y a une chronologie double, j'avais déjà commencé mes travaux d'historien, donc d'accord. C'était quand même dans un autre contexte. Mais j'avais mal vécu cette course aux honneurs qui était la compétition dans le monde médical. Surtout après la guerre d'Algérie, j'étais catalogué comme un affreux révolutionnaire, donc il y avait pas mal de médecins qui revenaient d'Algérie, et j'ai été barré pour les concours, donc j'ai passé 2 agrégations où on m'a dit à chacune que j'étais spécialiste dans l'autre. J'ai compris qu'on ne voulait pas de moi, et donc je me suis installé, et c'est là que j'ai commencé justement à la fois une installation comme chirurgien à Paris et des recherches, comme on parlera tout à l'heure, sur l'histoire. Mais quand mai 68 est arrivé, on a eu un choc. Il ne faut surtout pas comparer mai 68 avec les Gilets jaunes, ça n'a rien à voir. C'était une autre époque. Nous, on était des piétons. Je dis nous parce qu'avec ma femme et une anesthésiste, on se baladait avec une Croix-Rouge en voiture pour savoir si on pouvait aider des gens, et ça nous est arrivé quand même. Mais il n'y avait pas beaucoup de violence, en fait. Mais ce qui m'a frappé, c'est la liberté de la parole. C'était pas des casseurs, hein, les gens de mai 68. Ils voulaient qu'on change le monde véritablement, et qu'on change en profondeur en se changeant d'abord soi-même.
Donc dans le monde médical, on avait vraiment essayé de déboulonner les mandarins en quelque sorte pour se retrouver dans un contexte de rapport professionnel tout à fait de maître à élève peut-être, mais pas de patron à employé. Et il y avait aussi cette liberté des idées. Vous avez derrière donc le portrait de Daniel Cohn-Bendit. Et Daniel Cohn-Bendit, tous ceux qui dénonçaient mai 68 disaient c'est un juif allemand. Et quand vous étiez dans Paris comme piéton, comme j'étais souvent, et que vous entendez dans une manifestation dire nous sommes tous des juifs allemands, vous vous dites qu'il s'est quand même passé quelque chose. Et que là, on a une liberté de penser et qui s'est concrétisée pendant ce joli mois de mai, c'est tout, hein, quelques semaines. Après, il y a eu une réaction, mais pendant ce joli mois de mai, on a entendu les gens parler. Aujourd'hui, ils retirent des pavés, ils mettent sous les pavés la rage. Et nous, on disait, enfin, eux, ils disaient sous les pavés la plage, parce qu'il y avait du sable, qu'on voulait un autre monde plus gai, plus convivial. Il y avait des gens qui allaient à l'Odéon pour parler, dire ce qu'ils pensaient. Ils n'avaient jamais parlé devant tout le monde, mais ça échangeait, si vous voulez. Donc, c'est une période qui a pas duré, bien entendu, mais qui a provoqué une rupture quand même pour des gens, d'abord de la jeune génération, c'est vrai, mais aussi d'autres générations. Je pense que après mai 68, la France des villes, en tout cas, la France de Paris, en tout cas, n'a plus été la même. Alors, peu après, voilà, je vous propose cette troisième photo. Alors, ça, c'est un beau combat. Il y a des combats qu'on ne réussit pas tout à fait, puis il y a des combats qu'on réussit complètement. Moi, j'avais toujours considéré que l'avortement provoqué clandestin, c'était une catastrophe, c'était même une monstruosité, parce que je sais d'expérience, et tout l'a confirmé, que quand une femme ne veut pas son bébé dans les premières semaines, elle fera tout pour l'interrompre, absolument, pratiquement tout. Or, les femmes avaient contre elles l'ensemble de la réaction chrétienne, bien entendu, mais aussi l'ensemble de la réaction de droite, d'extrême droite, pour avorter, elles se livraient, selon leur niveau social, à des médecins marrons qui se faisaient payer cher et qui ne travaillaient pas trop mal quand même, ou bien à des avorteuses qui faisaient n'importe quoi, ou même elles faisaient elles-mêmes les gestes pour avoir un avortement, ce qui n'aboutissait pas toujours et provoquait d'ailleurs d'autres catastrophes. On était dans une situation catastrophique qui a amené des morts. Et comme jeune interne, dans les services d'urgence, la nuit, on recevait des femmes qui avaient souvent une fausse couche, on les appelait comme ça, les fausses couches, les complications des avortements, à 3 mois, 4 mois parfois, c'était l'horreur. Et par-dessus le marché, il y avait cette réaction ignoble de certains patrons qui disaient oh, mais il ne faut pas les endormir, qu'elles comprennent qu'elles souffrent, etc. Donc il y avait vraiment une ignominie. Et vous expliquez même dans votre ouvrage que dans le cadre des études de médecine, on apprenait comment gérer c'est ça, c'était la question d'externat et d'internat, complication des avortements. Or, ça a commencé progressivement, d'abord avec la pilule. La pilule, ça a quand même été une révolution, parce que ça permettait quand même une contraception active, dans la mesure où les femmes comprenaient vraiment ce qu'était la pilule. Et c'était une amélioration. Et puis, il y a eu le planning familial, et puis il y a eu cette vague vraiment de protestation qui a fait que on marchait vraiment vers la liberté de l'avortement, que Madame Veil, à la demande d'ailleurs de Giscard d'Estaing, il faut le reconnaître, a obtenu dans une assemblée nationale houleuse, la traitant de tous les noms pour certains, enfin immonde, mais il y a eu le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Mais nous, avant, on était quelques-uns à avoir organisé, avec l'aide d'avocats et de quelques médecins, ce qu'on appelait l'Association pour la liberté de l'avortement, et on a pratiqué
quelques avortements, mais dans un cadre médical bien entendu, en acceptant on était dans l'illégalité, je crois qu'on en a fait 5 ou 6. Moi j'avais obtenu l'accord de ma clinique, l'anesthésiste et tout ça, mais on était dans l'illégalité, mais on avait décidé que s'il y avait un procès, on serait tous solidaires. Puis en fin de compte, il n'y a pas eu de procès, tout s'est passé comme ça. Mais le problème, c'est que je ne savais pas comment on faisait des avortements, parce que n'ayant jamais fait. Donc on avait organisé, dès la fin 1974, un voyage aux États-Unis où l'avortement était libre, et on a appris que c'était extrêmement simple, hein, les techniques, les appareils, et après, à mon retour, j'ai initié quelques collègues à cette pratique, et pendant plus de 20 ans, je crois que j'ai dû faire 2000 interruptions volontaires de grossesse sans le moindre incident. Donc c'est vraiment une révolution, c'est vraiment une victoire. Là-dedans, j'ai joué un rôle infime. C'est vraiment les femmes du planning familial et les femmes qui se sont accusées d'avoir fait des interruptions de grossesse qui ont remporté cette victoire, et puis Madame Veil. En tout cas, ce qu'on ressent à la lecture du livre, c'est que c'est un combat qui a compté pour vous, dans le sens où c'était un engagement que vous avez voulu prendre. Et d'ailleurs, même si ça reste relativement minime, c'est ce que vous dites, quelques avortements avant que le droit à l'avortement soit inscrit dans la loi, vous êtes quand même dans une situation d'illégalité, vous le dites dans le livre, vous prenez quand même un petit risque. Toujours le problème, bien sûr. Et ça fait partie certainement de la construction de... Mais dans tous les combats qu'on pouvait mener sur le plan politique, il y avait un risque. Il y avait un risque. Soutenir la guerre d'Algérie alors que des soldats français qui mouraient, là-bas, c'était un choix. C'était pas évident non plus. Hein, on ne faisait pas de gaieté de cœur. Pratiquer quelques avortements sans risque véritablement, c'était quand même la possibilité d'un procès ou de choses comme ça, mais on était décidé à faire sauter la baraque comme l'avaient fait les femmes du planning familial, et on a réussi. Alors, prochaine photo. Là, pour la première fois, vous prenez la casquette de l'historien pour une étude qui est quand même en lien avec votre métier d'origine, puisque c'est une étude sur la médecine nazie. Et c'est un chapitre qui est très intéressant parce que on comprend en quoi la médecine s'est trouvée au centre du dispositif du Troisième Reich. D'abord en tant qu'instrument de torture, hein, c'est ce que vous montrez, que ce soit dans les camps ou dans les asiles psychiatriques, mais aussi en tant que racine, en tant qu'enracinement de cette idéologie, c'est-à-dire que ça a été un vrai moyen de construction de l'idéologie nazie, et c'est ce que vous expliquez, c'est le racisme biologique. Donc, c'est ça, hein ? Oui, je dis bravo. Alors, de ce travail-là va naître 3 livres, 3 ouvrages, et je vais vous laisser nous en dire peut-être un peu plus. Alors voilà, là aussi, c'est un peu l'effet d'un hasard. J'étais en vacances, et puis je lis un livre sur l'histoire du Troisième Reich de William Shirer, je crois. Et là, je découvre un chapitre dont j'ignorais complètement les éléments. C'était le chapitre sur les expériences médicales faites par des médecins allemands dans les camps de concentration. Ils utilisaient tout simplement des détenus des camps comme cobayes. Hein, donc, ils les utilisaient en les faisant souffrir, mourir parfois, des expériences qui étaient destinées à protéger les soldats allemands. Donc, il y avait eu quelques livres qui avaient été faits à scandale, je me rappelle d'un nommé Christian Bernadac avec les médecins maudits, etc. Enfin, on voyait vraiment une exagération. Moi, ma question était comment des médecins, je ne parle même pas du serment d'Hippocrate, des médecins qui ont consacré leur vie à soigner des gens, à les aider, pouvaient devenir des assassins. C'est ce que vous dites, si je peux me permettre, page 102, que vous dites très bien, en parlant du docteur Mengele. Vous dites, ce médecin incarnait le dernier cercle de l'enfer. Il restait néanmoins un être humain. C'était cette dégénérescence de l'âme que nous voulions explorer. Alors c'est ça, parce que donc j'avais besoin d'être 2, si je puis dire, parce que mon allemand n'était pas suffisant. Donc avec un de mes amis, Dr Hellman, qui avait 20 ans de plus que moi et qui était lui un
ancien médecin, un médecin, je veux dire, qui avait été persécuté par les nazis comme juif, on a décidé de travailler sur le sujet. Alors on a commencé déjà par travailler sur les expériences médicales. On s'est aperçu d'une chose qui était évidente, dans le procès des médecins, qui a été un procès à Nuremberg, qui a eu lieu après le grand procès de Nuremberg. Il y a eu 12 procès, et le plus important était le procès des médecins, qui traitait donc de ces expériences. Et il est apparu que ce n'étaient pas des fous qui faisaient ça, mais que c'étaient les plus hauts dignitaires de la médecine allemande qui envoyaient les meilleurs spécialistes de la question travailler essentiellement sur des expériences sur les maladies infectieuses pour protéger le soldat allemand, ou bien sur des expériences pour le bénéfice de la Luftwaffe, c'est-à-dire de l'armée de l'air, des expériences sur les hautes altitudes, etc. Donc on était dans un cadre où, pour protéger le soldat allemand, on bafouait les règles les plus élémentaires de la morale. Et en fait, dans ce procès, il y avait un autre chapitre qui était beaucoup plus grave et beaucoup plus important, si je puis dire. C'était ce qu'on appelait l'action T4, c'est-à-dire la mise à mort de janvier 40 à août 41 de plus de 70 000 patients des asiles d'aliénés qui étaient considérés comme un danger pour la race allemande, à cause du danger de dégénérescence de la race, sur des arguments scientifiques qui étaient d'ailleurs complètement stupides, mais on les avait tués en Allemagne, c'était des citoyens allemands. Je dis citoyens allemands parce qu'il y avait pas mal de gens qui n'étaient plus citoyens allemands comme les juifs depuis les lois de 1937. C'était des citoyens allemands qu'on avait envoyés dans 6 centres munis de chambres à gaz qui fonctionnent au monoxyde de carbone, et il n'y a pas eu un seul survivant parmi ces 70 000 personnes qui ont été vraiment répertoriées très précisément dans les documents nazis. Et il s'est trouvé que on n'avait plus besoin de médecins après pour la Pologne. On a donc utilisé tous les spécialistes de cette mise à mort pour les centres de mise à mort de Pologne, de mise à mort de la totalité des personnes, à Belzec, Sobibor et Treblinka, et à Chelmnou avec des camions à gaz, où environ près de 2 millions de personnes ont été assassinées. Donc on voyait qu'il y avait un lien direct avec la destruction des Juifs d'Europe. Il y avait aussi, évidemment, vous avez cité Mengele, ça, Auschwitz, c'était un centre de sélection, c'était pas uniquement un centre d'extermination, donc il y avait des médecins là, qui intervenaient, comme le fameux docteur Mengele, et qui sélectionnaient d'un côté ceux qui allaient à la chambre à gaz, c'est-à-dire les vieillards, les femmes et les enfants pour la plupart, et ceux qui pouvaient travailler, qui étaient promis à une mort prochaine, mais enfin qui pouvaient travailler. Donc on voit vraiment que tout le spectre de l'horreur de la médecine nazie était dans ce contexte. Alors on est remonté plus en avant, parce que notre question était toujours la même. Comment cela a-t-il pu arriver au cœur de l'Europe, dans une médecine qui était sans doute la meilleure médecine du monde, la médecine allemande à l'époque. Et on a découvert que de 1933 à 1939, on avait changé complètement la mentalité médicale, c'est-à-dire que les médecins ne servaient plus à soigner des individus, ils soignaient le corps médical allemand, un ensemble. Donc, si c'est des membres c'est comme des cellules, si les cellules de ce corps étaient bonnes, on les soignait, et on les soignait bien, cette médecine restait de qualité, et si elles étaient mauvaises, on les éliminait. Et d'ailleurs, pour qu'elles ne se reproduisent pas, on les a stérilisées. 400 000 personnes en Allemagne ont été stérilisées de 1933 à 1939. Et remontant plus en amont, justement, comment aussi ça a pu arriver, on a découvert le terreau de ce génocide qui était au cœur de l'Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne, qui étaient des déviations du racisme. Racisme biologique, que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les races sont supérieures quand elles sont portées justement par des personnes qui seraient des origines, un contenu génétique supérieur, ce qui était complètement faux. On était en 1900 au démarrage de la génétique, donc il y a eu des erreurs scientifiques considérables, mais qui étaient devenues des vérités absolues. Donc voilà ce qu'avait été la médecine nazie. Et donc nous avons fait, avec mon ami Trocatelman, 3 livres qui sont parus de 69 à 73. Malheureusement, on l'a fait dans l'ordre inverse parce que l'éditeur nous a dit qu'il fallait vendre. Donc au lieu de faire
dans une chronologie. On a fait d'abord l'histoire de la médecine SS, qui a très bien marché pour l'éditeur, l'histoire du massacre des aliénés, qui a moins bien marché, l'histoire de la médecine nazie 33 à 39, qui n'a pas du tout marché, parce que ça n'intéressait plus personne. Donc voilà, là c'est toujours le problème. Merci. Alors, la question d'après. Cette image, c'est Je l'ai vu hier. votre entrée en Arménie. Connais, oui. Donc c'est 1972. C'est ça. Voilà, je voulais vous laisser nous expliquer pourquoi, puisque vous tentez une explication de pourquoi dans votre livre, et puis surtout comment il va expliquer. Alors, alors après avoir travaillé sur la médecine nazie et sur la langue nazie, ce qu'on appelait la langue du Troisième Reich, qui est insupportable, j'en pouvais plus des nazis. Et mon ami Socrate Wellman voulait arrêter aussi. Et je me suis dit, il a dû se passer quelque chose avant. À quoi on peut comparer cet événement? Et j'avais pensé m'occuper des Tziganes, mais c'était quand même dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, toute la documentation était en Angleterre. Donc, par une série de hasards, multiples d'ailleurs, mais un dont je me souviens toujours, une amie de ma femme nous racontait l'histoire de sa mère, de sa grand-mère surtout. Je croyais qu'elle était juive, elle était arménienne. Alors évidemment, j'ai quand même un certain sens de l'histoire. Je lui disais, mais ça ne s'est pas passé il y a 20 ans, là je ne comprends pas, il y a un décalage de 20 ans, 25 ans. Et elle me dit, je suis arménienne. Alors là, je me suis intéressé, l'arménien, jamais entendu. J'avais eu quelques collègues et amis qui étaient arméniens, mais ça n'avait pas d'importance dans la mesure où ils n'avaient jamais parlé de l'Arménie. Bon. Et je me suis renseigné, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à étudier. Et il s'est trouvé que d'autres amis étaient en relation avec cette personne, cette femme extraordinaire qui est Arpik Missakian. Arpik Missakian qui me reçoit un jour, donc ce jeune chirurgien, parce que je n'étais pas historien, hein, j'ai travaillé sur la médecine nazie comme chirurgien, comme médecin en quelque sorte, mais là, elle me reçoit, puis elle m'accueille, si je puis dire. Donc, c'était derrière le portrait de Shavarch Missakian, le petit gars, il a 30 ans, il est devant ce monument, il est un peu affolé, non, il a plus, il a 40 ans, mais il est un peu affolé, et elle me dit que ça l'intéresse, elle me fait confiance. Donc à partir de ce moment-là, elle m'a ouvert toutes les portes, et bien entendu les portes de la librairie Samuelian, où j'ai eu l'occasion d'ailleurs de connaître, peu s'en souviennent maintenant, Rand Samuelian, qui était un ami de Shavarch Missakian, un des fondateurs, des premiers en tout cas de la grande génération des Ashnak, et ses enfants qui tenaient donc la librairie et qui sont devenus des amis très proches aussi. Et j'ai commencé à travailler, elle m'a ouvert en particulier, je vais venir à la troisième personne, elle m'a ouvert en particulier les portes de la bibliothèque Nubar Pacha, qui n'était pas encore très bien organisée, c'est plus tard que Raymond Kevorkian l'a bien organisée, mais enfin, j'avais tous les documents. Si j'avais besoin de documents, il y avait des gens qui me les procuraient, en particulier Roger de Cherpachian. On en était à avoir quelques éléments sur les procès de Constantinople, enfin bref. Et puis elle m'a dit qu'elle me confiait aussi pour supervision à la troisième personne, donc qui est Anaïd Termination. Donc voilà, là je me suis dit, je suis plus historien, je suis plus seulement chirurgien, je suis historien. Donc j'ai procédé en historien, c'est-à-dire en chronologie. J'ai commencé par étudier les Arméniens, l'histoire des Arméniens. En fait, j'avais commencé par la lecture des 3 livres de Victor Gardon. Je ne sais pas si vous les avez lus. Les 3 livres de Victor Gardon sur l'Arménie d'avant, qui sont vraiment tout à la gloire d'un peuple arménien qui est à la fois heureux et menacé, combattant. Et puis, j'ai donc descendu les périodes. 27 siècles, c'est pas évident pour les Arméniens. Donc heureusement, il y avait quand même quelques documents plus simples que le livre de René Grousset. Et donc je ne me suis pas tapé toutes les royautés d'Arménie, ça, c'est autre chose. Et puis je suis arrivé au 19e siècle. Et ça c'était important parce que c'est là que
l'indétermination a pu m'aider. J'ai compris que l'intervention des puissances européennes pour mettre fin à l'Empire ottoman, en tout cas s'emparer de ces terres ou s'emparer de ces biens, au XIXe siècle avait entraîné donc la décomposition de l'Empire, la paupérisation des populations des dhimmis, c'est-à-dire des populations chrétiennes, et que il y avait des demandes de réforme qui avaient été acceptées, puis qui n'avaient pas été appliquées, jusqu'à la fameuse guerre qui s'est terminée avec la Russie, qui s'est terminée par le traité de Berlin, et l'article 21 du traité de Berlin qui permettait un regard de l'Europe à l'intérieur donc de l'Empire ottoman pour protéger les Arméniens contre les Kurdes et les Circassiens. Les Circassiens, c'est important parce que ça montrait déjà qu'il y avait pas mal de populations musulmanes qui avaient été chassées surtout de Russie et qui se retrouvaient dans un empire ottoman qui était de plus en plus rétréci avec les pertes territoriales en Europe et qui avaient besoin qu'on les loge quelque part. Donc évidemment, ils menaçaient déjà les territoires et les propriétés arméniens. Et le problème, c'est que la persécution était telle, Sultan Abdülhamid n'ayant pas obéi aux injonctions de l'Europe, qu'on a fait des partis révolutionnaires arméniens, dont vous êtes un peu ici les héritiers. Et le problème, c'est que ça a entraîné évidemment des massacres. Les fameux massacres de 94 à 93, et un cycle infernal, parce que le sultan a bénéficié de cette situation pour déclarer que les Arméniens étaient des révolutionnaires. C'est une donnée qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Hein, les Arméniens sont des révolutionnaires, donc ils menacent l'Empire, donc il faut les mettre au pas. Tout ça, ça se serait borné, si ça avait continué comme ça, à des persécutions, des massacres, mais pas un génocide. Parce que le génocide, il faut une idéologie complètement différente et beaucoup plus puissante, beaucoup plus destructrice. C'est les jeunes Turcs qui vont l'amener. C'est le comité Union et Progrès qui va l'amener. Avec initialement des origines différentes sur le terrain, dans l'Empire ottoman, à l'étranger, avec une idéologie qui était vraiment athée, c'est vrai, mais qui allait dériver d'un ottomanisme voulant l'unité de tous les citoyens de l'Empire en un turquisme. La Turquie aux Turcs, c'était un mot d'ordre qui ne pouvait pas ne pas se poursuivre, surtout dans la mesure où l'Empire ottoman continuait sa décadence et sa décrépitude. Ce qui fait que les jeunes Turcs se sont progressivement développés, ils ont formé de nombreux foyers à l'intérieur du pays. Le turquisme est devenu vraiment le mot d'ordre d'une grande partie de la population musulmane. Et bien qu'athées, les jeunes Turcs savaient qu'ils ne pouvaient s'appuyer que sur la population musulmane. De telle sorte que les chrétiens, en particulier les Arméniens, ont compris à ce moment-là qu'il y avait un gros problème, qu'on ne les convertirait jamais, puisqu'ils étaient chrétiens. Ou alors si on les convertissait, on ne les croirait même pas. On n'aurait pas confiance en eux. Qu'ils n'avaient plus qu'une solution, la valise ou le cercueil. Les Dachnaks n'ont pas compris tout de suite, d'ailleurs, malheureusement. D'autres l'ont compris. En tout cas, un processus irréversible était en marche, qui aboutit donc à la révolution de 1908, au massacre de Cilicie de 1909, où on comprenait quand même que l'armée qui était dans une seconde étape venue secourir les Arméniens, soi-disant, les avait massacrés encore plus que les révoltes populaires. Et puis la prise du pouvoir par les jeunes Turcs en janvier 1913, au cours des guerres des Balkans, qui ont été vraiment le moment où, avant la Première Guerre mondiale, on était déjà dans des violences extrêmes contre des populations civiles. Donc, quand a éclaté la guerre de 14, déjà il y a eu, avant que l'Empire ottoman entre en guerre, donc d'août à novembre, de grandes persécutions vers les Arméniens. Et puis, à partir de novembre, la Turquie, enfin l'Empire ottoman est entré dans une série de défaites qui ont fait qu'à un moment donné, et surtout après la défaite de Sarikamish sur le front russe, ils ont considéré qu'ils avaient un problème immédiat à résoudre, qui était le problème des Arméniens. Pourquoi ? Et ça, on comprend très bien la décision qui a été prise par le Comité Union et Progrès, par le
comité central du comité Union et Progrès en fin mars 1915, ils ont compris que s'ils perdaient la guerre, il y aurait une indépendance arménienne probablement, donc une frontière avec la Russie qui serait complètement bouchée, donc plus de possibilité d'étendre le turquisme vers l'Azerbaïdjan, et surtout un pays qui allait se rétrécir. Et il fallait donc déporter les Arméniens. Là, pour le comité central était d'accord pour les déporter, tout le monde était d'accord, mais une majorité l'a emporté, décidant de les exterminer. Donc à partir du moment où cette décision a été prise, on avait déjà convoqué Behdin Shakir d'Erzurum, qui disposait donc de l'organisation spéciale qu'ils avaient reconvertie d'une mission de guerre contre une mission de persécution des Arméniens. On avait tous les éléments d'un génocide qui s'est déroulé, comme vous le savez, de cette manière. Donc j'ai fait l'histoire de cet événement avec les documents dont je disposais, et il s'est trouvé aussi qu'il n'y avait pas de Français qui l'avaient fait avant. Alors voilà, en 1977, c'est donc Les Arméniens, histoire d'un génocide. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est presque le premier livre en langue française sur le génocide arménien, avec celui de Karzou. Et en fait, ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est qu'en faisant votre travail d'historien, vous vous rendez compte que vous répondez à un besoin irrépressible d'une communauté arménienne, en l'occurrence, de se faire entendre de la part de ceux dont on essayait avec vigueur d'étouffer la voix. Et on sent que cet objectif-là, c'est quelque chose aussi qui vous porte, qui vous pousse à aller au bout de votre travail, parce que à ce moment-là, c'est encore, voilà, même s'il y a eu l'expérience sur la médecine nazie, c'est votre première expérience seule en terre d'histoire, et puis complètement déconnectée de votre travail de chirurgien. Et c'est ce que vous expliquez, vous fraternisez avec le peuple arménien à ce moment-là, et puis ensuite dans le passage de cycle de conférences que vous organisez à l'issue de la parution de ce livre. Et vous le dites d'ailleurs très bien, vous dites: au terme de ce cycle de conférences, j'avais compris ce qu'aucune bibliothèque n'aurait pu m'apprendre, ce que cela signifiait être arménien. Oui. Donc, je crois que de mes recherches sur la Shoah, j'avais compris une chose, c'est que on ne fait pas des études historiques sur un événement aussi grave qu'un génocide sans considérer d'abord la souffrance des victimes, la disparition des victimes et la souffrance des survivants. Donc, j'étais à la fois historien pour les Arméniens et médecin, parce que je savais que la souffrance était là. Et que il y avait un problème dans les communautés arméniennes qui s'était certes réveillé en 65. Ça, quelques personnes me l'ont dit, mais vous n'êtes pas le premier, il y a eu 65. Oui, mais le problème, c'est que ce réveil ne s'était pas matérialisé, par une prise de conscience dans la société française de ce qu'avaient été les événements de 1915-1916. Donc, j'avais ressenti justement dans les différentes communautés arméniennes, qui essentiellement celles du sud de la France d'ailleurs, et puis de la région parisienne, qu'ils restaient enfermés pour la plupart dans ce... J'emploie le mot ghetto, c'est un peu exagéré, mais c'est pour montrer qu'ils n'étaient pas compris, on n'ouvrait pas les portes, si vous voulez, de leur mémoire. Donc il y avait manifestement un travail à faire de ce côté-là. Et puis, cette expérience m'avait montré ce que je cherchais d'abord, c'est qu'on devait pouvoir comparer ces événements. C'était vraiment la révélation qu'il s'était passé un génocide dans la Seconde Guerre mondiale, on en parlait beaucoup, on a même eu du temps à en parler, mais on en parlait. Il s'était passé un génocide dans la Première Guerre mondiale, c'était pas du tout le même problème, mais c'était un génocide. Donc,
le processus qui conduit à un génocide devait être analysé plus en profondeur pour permettre d'étudier justement les possibilités d'interrompre une destruction programmée. Mais il s'est trouvé aussi qu'on était en 1977 et que dès 1978 arrive la violence au sein de la communauté arménienne. Vous voulez en parler d'abord, je suppose. On va en parler. On va parler de la cause arménienne, puisque, en fait, c'est ce à quoi je voulais vous emmener, c'est-à-dire qu'en fait, en entrant en terre arménienne à travers la question du génocide des Arméniens, vous allez fraterniser avec les Arméniens à un moment où la cause arménienne va prendre un tournant violent. Vous commencez à rentrer dans cette cause à ce moment-là, et puis vous allez l'accompagner jusqu'à aujourd'hui, vous l'accompagnez toujours. Oui. Donc c'est un... Alors il s'est trouvé ceci, effectivement. Il s'est trouvé ceci que, en même temps que je prenais contact donc dans ces réunions avec les Arméniens, que j'entendais la voix des survivants, il y en avait encore, et c'était vraiment très bouleversant, je découvrais aussi la voix des jeunes. Parce qu'en fin de compte, on était à la troisième génération. La première génération, c'était celle, je parle des enfants, si je puis dire, que, bon, il y avait les grands-parents, mais je parle surtout des enfants qui étaient arrivés dans les années 20 en diaspora, qui avaient fondé la diaspora arménienne. Et puis, ces enfants, leurs enfants, ils avaient d'abord pensé qu'il fallait s'inclure dans la société française et ils n'allaient pas combattre un ennemi hyper puissant alors qu'il n'était rien. Donc ils se sont fait justement dans la société française, comme se sont fait d'ailleurs des survivants de la Shoah aussi, mais ils ont fait de leurs enfants des personnes plus intégrées, plus importantes dans la société française. Mais ces enfants, ils ont eu aussi des enfants qui, eux, ont dit « mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne nous dit rien, ou on n'en parle pas vraiment. On a assassiné nos grands-parents. On a assassiné nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et il faut réagir. » Alors comme personne justement ne s'en occupait, il y avait l'affaire du paragraphe 30 à l'ONU, c'est-à-dire le refus de mentionner même le génocide arménien dans un débat du Conseil économique et social, d'une annexe du Conseil économique et social. Il y avait l'affaire de l'église de Marseille, où on installe un monument à l'intérieur d'un domaine privé, et la Turquie rappelle son ambassadeur. Enfin, la violence était là. Je l'avais entendu déjà à Marseille, avant même la parution du livre, et me suis trouvé donc au milieu de ce cycle. Alors, c'était pas mon problème, bien entendu, mais que faire? Eh bien, il s'est trouvé que j'avais la possibilité d'avoir accès à des documents. En particulier, Mme Missakian m'a donné tous les documents des publications d'Ali Baïkar en français et d'autres publications en arménien qu'on pouvait me traduire. Et donc, je comprenais qu'on était devant un mouvement révolutionnaire qui était fondé sur une violence différente selon les groupes. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails entre la Sala et les justiciers. Vous l'expliquez très bien dans le livre. Ce sont des groupes différents. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Et puis en même temps, je découvrais que la Sala était manipulée par des groupes palestiniens, parmi les plus durs, d'ailleurs le FDP Akash, et donc à la fois les Arméniens avaient l'audience de la population arménienne parce que ça faisait du bien aux Arméniens de savoir qu'enfin on parlait d'eux, mais à travers la violence. Et moi, évidemment, il n'était pas question que je rentre dans ce combat. Donc j'ai eu quelques mots des fois avec des amis qui me disaient « mais tu comprends pas ». Si, je comprenais parfaitement, mais il fallait en sortir. Donc il s'est trouvé que j'avais tous les documents. Justement, on a été en chercher pas mal à Venise chez les pères mékitaristes pour écrire un livre sur la cause arménienne, c'est-à-dire l'histoire des mouvements révolutionnaires arméniens depuis les années 1890. Et donc l'histoire la plus contemporaine. Et le livre paraît en 1983, quelques semaines avant l'attentat d'Orly. Et là, l'attentat d'Orly, dans la communauté arménienne, ça a été l'élément déclencheur.
on ne lance pas une bombe au milieu de gens qui attendent un guichet d'aéroport. C'était inacceptable. Et justement, avec mon ami Jacquian, et puis surtout avec Gérard Chalian, qui lui avait les moyens d'organiser quelque chose, on a dit il faut absolument revenir sur le terrain du droit pénal international, du droit international. Et on a, Gérard Chalian a réuni un tribunal permanent des peuples, qui était le tribunal de Rio-Basso, héritier des tribunaux qui avaient été pour la guerre du Vietnam. Et ça s'est tenu à la Sorbonne en mai 84, et la Turquie a été condamnée officiellement. Évidemment, ça n'avait aucun effet puisque ce n'était pas un organisme, voilà, donc un organisme d'État. Mais on avait avancé. À partir de là, tout s'est remis sur les rails. C'est-à-dire, il y a eu le rapport Whitaker à l'Organisation des Nations Unies qui a permis donc de... C'est resté en dessous du Conseil économique et social, mais c'était quand même la nomination dans un document officiel du mot génocide des Arméniens. Il y a eu la décision donc du Parlement européen, et donc le processus était en marche, qui, je ne vais pas tout détailler, mais a conduit quand même, à travers bien des luttes que j'ai suivies régulièrement, jusqu'à 2001, c'est-à-dire la loi reconnaissant le génocide des Arméniens, où la France reconnaît le génocide des Arméniens de 1915. Alors il y a donc ce combat-là, et puis il y a aussi le combat contre le négationnisme. Vous l'expliquez, et d'ailleurs, l'ouvrage n'est pas là, mais vous écrivez Enquête sur la négation d'un génocide. Là aussi, votre travail de comparaison a un intérêt, c'est-à-dire que vous comparez aussi le négationnisme de la Shoah et le négationnisme du génocide des Arméniens, même si vous expliquez bien que forcément, dans la mesure où le génocide des Arméniens est un génocide dit réussi, c'est-à-dire que le bourreau n'a pas été jugé, n'a pas été condamné, forcément le négationnisme est d'une autre ampleur, mais vous souhaitez travailler sur cette question-là et vous démontrez en quoi le négationnisme d'un génocide c'est une partie intégrante de ce génocide. Oui, il est évident qu'il y a trois périodes dans ce génocide, avant, pendant, après. Bon, avant, c'est vraiment le processus génocidaire, on peut travailler dessus. Pendant, on analyse, on donne des éléments, on conclut que c'est un génocide. Mais après, c'est pas fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini parce que un génocide est un événement d'une telle ampleur, d'une telle gravité, que l'assassin, qu'il ait réussi ou qu'il ait échoué, ne peut pas nier. Et il s'est trouvé que, comme l'ont montré d'ailleurs plus récemment les travaux des historiens turcs honnêtes, comme Daner Akçam par exemple, que le génocide des Arméniens est un génocide réussi, comme vous disiez, dans la mesure où il a donné à la Turquie, à la République de Turquie, la possibilité d'avoir une frontière sûre, vidée de population arménienne avec la Russie, et surtout que ce génocide a été fondateur de la République de Turquie, que les principaux responsables de la République de Turquie au début étaient les artisans, même les principaux dirigeants des organisations spéciales, c'est-à-dire du génocide. Et donc la Turquie avait commencé, il y a eu des étapes dans ce négationnisme. D'abord, je vais changer deux mots. Au début, on ne parlait pas de négationnisme, c'est un mot qui apparaît en 1987 sous la plume d'Henri Rousseau, et avant on parlait de révisionnisme, ce qui était donné un argument à l'assassin, qui disait non, vous n'êtes pas des bons historiens, vous n'avez pas bien travaillé, nous on va vous montrer, on va vous donner des documents, et donc ça permettait un travail de menteur. Quand vous traitez les gens de menteurs directement, négationnistes, là vous enfoncez le clou, on ne peut plus discuter avec vous, c'est d'ailleurs ce qu'il faut, il ne faut jamais discuter avec les négationnistes. Donc la Turquie a eu plusieurs étapes dans cette négation. D'abord, elle avait gagné. On n'entendait plus parler des Arméniens. On va construire sous Kemal une histoire imaginaire de la Turquie, où l'Empire ottoman d'ailleurs n'est pas tellement esquissé. On parle surtout des Turcs d'avant, et surtout on ne parle pas des Arméniens. De temps en temps, ils apparaissent comme révolutionnaires. Ça a disparu, les Arméniens ont disparu.
il y a ce réveil de 65, lié d'ailleurs directement à la Shoah, c'est-à-dire le fait que les Arméniens comprennent que la Shoah, eh ben, c'est aussi ce qui leur est arrivé. Donc là, il y a un réveil. Et la Turquie s'affole, évidemment. Donc elle appelle ses historiens. Et ces historiens travaillent, il y a un véritable laboratoire de désinformation qui se forme en Turquie, dans l'université turque, et qui essaye de démontrer que c'est très discutable ces sujets, qu'il n'y a pas eu vraiment d'assassinat, qu'il y a eu des déportations, c'est vrai, et puis que les Arméniens aussi c'est des révolutionnaires, qu'il y a eu des massacres. On reprend toute la dialectique, si vous voulez. Et puis les travaux des historiens sur le génocide des Arméniens se poursuivent, se développent. Et là, après, comme aujourd'hui d'ailleurs avec Erdogan, on est dans une négation purement politique. C'est-à-dire tout le monde sait, les Turcs d'abord, les dirigeants turcs d'abord, que c'est un génocide. Mais il ne faut surtout pas le dire. Donc on fait pression sur les moyens, par des moyens diplomatiques, économiques, militaires, sur les pays qu'on peut contrôler et qui continuent à ne pas reconnaître le génocide des Arméniens. C'est un combat perdu d'avance, puisque nous, moi, j'ai plus besoin de discuter avec les négationnistes. D'ailleurs, j'ai jamais discuté avec eux, mais c'est pas la peine. On a fait notre travail. Bon, ils utilisent les réseaux sociaux. Il faut continuer effectivement le travail d'information, mais plus on a de publications, plus on les diffuse justement dans des livres ou sur les réseaux sociaux, plus l'évidence du génocide des Arméniens apparaît. Tout à fait. Alors, on passe à la photo suivante. Alors, c'est une photo du tremblement de terre de 88. Où forcément, votre fraternité avec le peuple arménien va s'exprimer. Et cette fois-ci, vous enfilez votre blouse de chirurgien. Alors, racontez-nous un peu ça. Mais écoutez, comme je ne retire pas la notion de frère arménien, j'apprends qu'il y a un tremblement de terre, on découvre l'amplitude immédiatement de ce tremblement de terre. D'ailleurs, on a heureusement estimé qu'il y avait plus de morts qu'il n'y en a eu, Dieu merci. Et je téléphone toujours à Arpik Misaki en lui disant j'irai bien en Arménie. Et il me dit d'accord, téléphone à Roger Cherpachian, qui avait déjà été en Arménie, qui avait des amis à l'ambassade soviétique, et le lendemain je me retrouve avec un visa pour l'Union soviétique, et je pars avec deux amis rejoindre Médecins sans frontières de Belgique et de Hollande à Bruxelles. Et pas des amis qui sont devenus des amis, mais qui n'étaient pas encore, des médecins que je ne connaissais pas. Et à Bruxelles, je trouve nos deux Lyonnais, là, Aram Gazarian et Georges Kepenekian. Donc tous les cinq, on arrive en Arménie, 2 jours après le génocide. Après le tremblement de terre, au moment où les Russes, les Soviétiques décident d'arrêter le comité Karabakh. Donc nous on débarque avec notre... bon, donc on est logé à l'hôtel Arménia, le soir d'ailleurs on avait été se promener, on doit se frayer un chemin à travers les tanks qui occupaient la ville, et puis chacun va dans sa direction, puis moi je me retrouve tout seul à Erevan avec des gens qui m'honorent comme chirurgien, écrivant des livres, mais je leur dis, je ne suis pas du tout venu pour parler du génocide des Arméniens, je suis venu pour faire quelque chose. Alors, on m'a quand même envoyé à Leninakan, et on a été avec d'autres personnes dans les villages distribués avec tout le matériel qu'on avait amené dans l'avion, des vêtements, des médicaments, mais il n'y avait pas de soins médicaux en fait, parce que il n'y avait plus d'enfants dans les villages. Vous expliquez. Les constructions avaient été vraiment complètement bâclées, donc le tremblement de terre a eu lieu à midi, les toits s'étaient effondrés et tous les enfants des villages étaient morts. Et donc on s'est retrouvés après ce circuit à Spitak dans une atmosphère véritablement de fin du monde. Je me rappellerai toujours, il y avait un chien qui errait en aboyant, puis on a vu un feu. Et c'était des gens du Karabakh qui étaient venus aider. On était en 88, qui étaient venus aider. Alors comme je ne parlais pas un mot d'arménien,
pour avoir un échange. Ils nous ont montré une photo, c'était la photo d'Andranik, c'était le lien qu'on pouvait avoir avec ces personnes. Voilà. Puis après, en fin de compte, il n'y avait pas de travail. Hein. J'ai dû faire 2-3 soins médicaux et on est reparti. Voilà. Alors la photo suivante. Alors, en fait, dans un petit peu avant 94, pardon, vous travaillez sur la problématique de la comparaison des génocides. Voilà. Quand intervient le génocide des Tutsis au Rwanda. Voilà, je vais vous laisser. Alors, le problème, c'est qu'après, justement, toutes ces études comparées Shoah et génocide des Arméniens, je me suis posé une question. L'élément essentiel, on parlait des victimes, on ne parlait pas de l'assassin. L'assassin, c'est l'État criminel. Donc, j'ai voulu rechercher à travers l'histoire, mais une étude superficielle, parce que pour pénétrer un domaine historique, il faut quand même plusieurs années. Mais enfin, j'ai recherché avant et pendant le XXe siècle ce qu'avaient été les crimes de masse, les violences de masse perpétrées par un État, et surtout un État criminel envers ses propres citoyens. Et dans tout ce bilan, il apparaissait qu'il y avait plusieurs zones de fragilité, mais une en particulier qui était dans l'Afrique des Grands Lacs. Il y avait des problèmes au Burundi. Et puis, étudiant le Rwanda, on était dans les années 93, après la guerre de 90, une guerre civile de 90, il était évident qu'un génocide allait être perpétré au Rwanda. Donc tout ce qu'on avait fait, ça ne servait à rien. On nous disait plus jamais ça. Alors ça, c'est une chose qu'on ne supportait plus, nous, les chercheurs sur les génocides, parce qu'il y avait tout un groupe, les Genocide Studies. Et ce génocide allait être perpétré, on le savait. Il y avait eu même un médecin, une personne de groupe de médecins avait été à France 2 dire que ça allait se produire. Carbonard avait pleuré devant la télé et on continuait, l'ONU ne faisait rien. Il y avait une mission de l'ONU, la MINUAR, qui était là, qui annonçait à l'ONU qu'il y aurait un génocide, personne ne s'en souciait, et ça a eu lieu en 1994, et là, c'était un événement qui était vraiment un génocide. C'était un génocide différent, une fois de plus, des deux que j'avais étudiés, qui s'était produit sur un très bref espace de temps, environ 1 million de personnes tuées dans un pays grand comme la Belgique en 100 jours, et en fait 80% des victimes en 3 semaines, d'une violence extrême que montre justement ces tas de cadavres qu'il y avait partout, et qui était initié, quand on y réfléchissait, sur le même principe d'un racisme dégénéré. Un racisme qui n'était plus celui d'une race supérieure ou d'un racisme biologique, mais celui d'un ethnisme, c'est-à-dire que la colonisation européenne avait perçu que tous les pays d'Afrique devaient être des ethnies, ce qui n'était pas le vrai au Rwanda, mais la colonisation belge avait préféré sélectionner une minorité, les Tutsis, et surtout dans cette minorité, encore une autre minorité, pour gouverner le pays et procéder à toute l'exploitation du pays par leur intermédiaire. Donc, après, avant l'indépendance, on avait renversé le discours, expliqué à la majorité qu'ils avaient été victimes d'exploitation, et donc un discours de haine, à partir du début d'une guerre civile de 90, s'était transformé en une volonté d'exterminer les Tutsis, qui avait été un discours de haine comme on n'avait jamais entendu, d'une violence absolument effrayante. Et donc on retrouvait, ce que j'ai pu analyser plus tard, si vous voulez, dans la comparaison des génocides, le même processus génocidaire. C'est-à-dire ce que, comme après j'ai enseigné pas mal au mémorial de la Shoah, 5 étapes, si vous voulez, d'un processus génocidaire. Le terreau, le racisme, c'est différentes formes pour les 3 génocides. Le ressentiment, c'est-à-dire on a perdu la guerre, on est en train de perdre la guerre, on est blessé. La recherche du bouc émissaire avec ça. Ensuite, l'étape totalitaire, c'est-à-dire on a les moyens, donc on va punir le groupe. Et puis ensuite, la guerre. Et tant que la guerre n'est pas arrivée, il y a moyen d'arrêter les choses sur le plan international. Mais quand la guerre est là, d'abord, tout le peuple est armé, donc on peut tuer, il y a un permis de tuer, et puis surtout, il y a un véritable ensauvagement de la société,
qui fait que la haine s'est diffusée à un tel point que la majorité qui va tuer, et c'est vraiment tout le peuple à ce moment-là, décide que c'est eux ou nous. C'est-à-dire qu'ils sont en danger et que s'ils ne tuent pas les membres de ce groupe, donc les Arméniens, les Juifs, les Tutsis, c'est eux qui vont disparaître. Donc à partir de ce moment-là, plus rien n'empêchera le génocide, d'autant que les membres de ce groupe sont innocents. Innocents au double sens, ils n'ont rien fait, bien entendu, mais ils n'ont pas les moyens non plus. Ils n'ont pas les moyens de nuire, ils ne sont pas armés. Donc ce sont des victimes toutes désignées. D'où, si vous voulez, la prise de conscience que j'avais d'être frère de ces personnes. Non pas tellement des personnes vivantes, mais des personnes mortes. C'est la fraternité avec les victimes, en fait, que vous expliquez très bien. Vous expliquez aussi comment, en 1994, vous avez profité de l'audience que vous aviez, du fait de la parution d'un ouvrage, L'État criminel, pour dénoncer le plus possible ce qui était en train de se dérouler sous vos yeux. Vous êtes allé à Kigali aussi plus tard, 2008, oui, parce que en 2008, oui. À ce moment-là, à partir des années 90, je suis entré en relation avec le mémorial de la Shoah. Et ce qui a vraiment tout transformé, c'est un processus qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui, on peut dire. Mm-hmm. C'est que le mémorial de la Shoah, qui était consacré uniquement aux victimes de la Shoah, bien entendu, a pris conscience, d'abord par l'histoire des Arméniens, ensuite par l'histoire des Tutsis, qu'il fallait comparer. Que la comparaison, c'était vraiment le meilleur processus de recherche, la meilleure attitude intellectuelle pour percevoir le caractère vraiment spécifique de ce qu'est un génocide. C'est-à-dire, tout ça se résume en deux mots. Le génocide, c'est une infraction spécifique du droit pénal international. Ça veut dire, grosso modo, la destruction programmée d'un groupe humain par un État qui va détruire une partie ou la totalité, enfin rechercher de détruire en tout cas une partie substantielle de ce groupe, et les gens sont tués en fonction de leur appartenance à ce groupe. C'est-à-dire, il n'y a plus d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, tout le monde est tué. C'est d'ailleurs flagrant dans le cas du Rwanda, vous l'expliquez. C'est flagrant dans le cas du Rwanda, donc ça c'était une unité. Donc il fallait réunir un petit peu tout cela, et ça c'est ce qu'on a fait au mémorial progressivement, par des enseignements qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, non seulement à tous les professeurs d'histoire et de géographie en France, mais aussi à l'étranger. On reçoit régulièrement des groupes, et donc chacun, on est plusieurs intervenants, chacun intervient sur le domaine qu'il connaît, moi surtout maintenant sur le droit pénal international d'ailleurs. Et puis, il y a eu 2015, j'en parle pas dans le livre parce que, ou à peine, où on a préparé justement le centenaire de la commémoration du génocide avec ce grand colloque qui a été initié à un petit groupe de plusieurs, d'Arméniens en majorité, mais d'autres, avec Vincent Duclerc. Et à partir de là, on a demandé, on a obtenu qu'une mission génocide soit fondée sous la tutelle donc, du président de la République d'alors, François Hollande, et avec la ministre de l'Éducation nationale, Najwa Vallaud-Belkacem. Et puis ça a continué et ça a abouti à la présentation, après 5 ans de travail, à 4 ans de travail, 3 ans d'ailleurs, en 98, pour le 9 décembre 98, c'est-à-dire l'anniversaire de la commémoration de la Convention sur le génocide, à la remise au ministre de l'Éducation nationale et des universités du rapport Mission Génocide, ce qui fait que ce que j'avais compris dès le début, ce qu'on avait vraiment souhaité à expliquer, il ne faut pas raconter aux enfants qu'il y a eu un génocide au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, il faut expliquer aux enfants, et bien entendu aux plus grands, ce qu'est un génocide. Donc expliquer le phénomène de génocide, en montrant évidemment les différences qui sont totalement différentes pour les 3 cas étudiés, et montrer qu'on est là dans l'extrémité du crime, mais que c'est un génocide vraiment singulier, donc c'est un génocide spécifique, mais que chacun est singulier. Donc 2 adjectifs, spécifique, singulier.
Donc voilà, je pense qu'avec le rapport de la mission génocide, on a franchi une étape, on a terminé le travail. Mais on n'a jamais terminé le travail, puisqu'il reste les négationnistes. Alors il y a un certain monsieur Erdogan qui continue à vomir, mais enfin il est malade. Faut le soigner. Pour conclure, alors, vous en parlez au début et à la fin de votre livre. Elle vous a accompagné dans vos combats durant votre vie. On sent quel est votre ancrage, quel est votre ancrage, et puis tout le temps présente à vos côtés. Je vous laisse en parler. Ma femme ne veut pas que j'en parle. Donc, oui, mais c'est dans le livre. C'est dans le livre, ouais. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est que quand on a la chance d'être deux, et on est là-dedans depuis 54 ans, bientôt 55, c'est un privilège que je souhaite à beaucoup, et tout ce que j'ai fait là, je ne l'aurais pas fait sans ma femme. Bravo. Alors, moi, pour très bref, peut-être conclure, et puis peut-être on fera un petit tour de questions, s'il y a des questions. Là, je crois qu'on a conclu. Non. Moi, je voulais vous dire quand même que j'étais très émue d'être à vos côtés ce soir. Comment ? Ça, c'est pas juste que voilà, vous êtes. Moi, j'ai pas connu tous les combats que vous avez connus, et c'est pour ça que j'étais très émue de voir tout ce que vous avez fait. Vous avez été particulièrement sur la question de la cause arménienne aux côtés des Arméniens au moment où personne n'était aux côtés des Arméniens. Au moment où on ne pouvait pas parler de génocide des Arméniens en manifestant librement. Et aujourd'hui, le chemin parcouru, c'est aussi grâce à vous. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour votre engagement à nos côtés et pour votre engagement tout court. Ce que je disais au début de cette présentation, quand on lit ce livre, on se rend compte que vous êtes injuste. Merci. Et on aimerait qu'il y ait un peu plus de juste dans ce bas monde. Donc vous voilà, savez, merci. Ça c'est bien ce que vous dites, parce que le mot juste, c'est un mot yiddish en fait, allemand ou yiddish, le mensch. Hein, et ça n'a pas de sexe. Injuste, ça peut être un homme ou une femme. Et je crois que c'est la... Je me rappelle à ma présentation de thèse à la Sorbonne, j'avais dit que je souhaitais pouvoir être un jour qualifié de juste, parce que c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse faire à une personne, de le dire juste. Je ne sais pas si je l'ai été, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je crois que à chaque épisode de ma vie, qui va s'achever quand même prochainement, évident, j'ai 87 verres, je ne vais pas continuer indéfiniment. À chaque épisode de ma vie, je me suis trouvé devant des chemins, vous savez, devant des hésitations. Dans la vie, il n'y a pas vraiment de ligne droite, il y a des hésitations. Vous êtes devant un problème, vous êtes à droite ou à gauche. C'est pas politiquement, non, devant le chemin. Vous êtes à droite ou à gauche, vous choisissez un chemin. Des fois, vous dites que c'est bien. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir choisi un chemin à chaque fois qui était selon ma conscience, c'est tout. Et d'être deux pour l'avoir choisi. Alors, je précise effectivement que je ne suis ni juif ni arménien, ni tutsi, bien entendu.